Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est le jingle de la joie, de la bienveillance, du bonheur, du parler vrai, de la discorde. Voilà, en tout cas, on vous souhaite la bien. De tout, c'est ça, exactement. C'est de tout, vous avez raison. De tout ce qui va bien. C'est bien résumé, Philippe Bilger. La bienveillance, c'est moi. Hein. Ouais, non, ça c'est moi. Moi, je dirais que la bienveillance, il y a des maisons pour ça, mais enfin bon. Mais ça démarre fort. Oui, mais pour ça, il faut avoir de la culture. Ma chère. C'est vrai. Ce qui est le cas d'Elisabeth Lévy, quand Et même. vous en avez, cher Philippe, à revendre. Absolument. Et vous en avez. Mais je vous demande pas à qui elle fait allusion. Non. Non. Bravo. En tout cas, c'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour. Vous pouvez bien entendu nous appeler 0826 300 300. Tiens, la petite musique du jour, c'est quoi aujourd'hui? C'est Et vous savez pourquoi? Parce que le chanteur de Gold, Émile Vandelmer, fête ses 74 ans aujourd'hui. C'est fou. Et on lui souhaite un très bon anniversaire. J'ai eu peur c'est quand dingue. vous avez commencé comme ça, qu'on voit Jacques Pétif. Qu'on embrasse, bien Non, on entendu. embrasse Jacques. Dites-moi, Philippe David, ça va? Ça va très bien. Ça va et vous Quand vous dansez, c'est bizarre, non? Non, alors c'est j'ai bizarre, non toujours été très mauvais danseur, que Oui, ce soit bah, très je voulais clair. vous en parler. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix. Vous savez que vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour communiquer, bien entendu, avec nous, mais commenter surtout l'actualité. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur le rejet de l'article 2 par l'Assemblée nationale. Le texte peut-il encore être adopté? C'est notre question du jour. Pour l'instant, vous dites non à 74%. En plus de la NUPES, vous savez que le RN et 38 députés LR ont rejeté cet article, estimant que l'index senior pèserait sur le travail quotidien des entreprises. Un revers important pour le gouvernement et une victoire symbolique pour les oppositions, Philippe. Oui, Cécile, puisqu'on nous disait depuis le début du débat que les LR seraient faciles à convaincre avec un ou deux amendements qui iraient bien, et ben manifestement ce n'est pas le cas puisque 38 ont voté contre et 6 se sont abstenus. Alors pour vous, est-ce que le texte peut encore être adopté après cet échec flagrant à l'article 2? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et puis un sondage Ipsos, avez-vous été témoin ou victime de discrimination liée à la couleur de peau? C'est le sondage Ipsos pour le CRAN, qui est le conseil représentatif des associations noires. 91% des personnes noires ou métisses d'ascendance noire habitant la métropole disent avoir été victimes de discrimination. Une urgence d'ordre public, Philippe. Oui, 67% des interrogés estiment que le problème s'est aggravé et ne se limite plus seulement à une attitude dédaigneuse, méprisante, irrespectueuse, mais à un refus d'embauche, un contrôle de police ou un refus d'accès au logement. Vous avez été victime de discrimination ou de propos injurieux en raison de votre couleur de peau, ou vous n'avez jamais assisté à cela? On vous attend au 0826 300 300. Et c'est la question qu'on vous pose. Vous êtes 10% à dire que vous êtes victime, 21% à dire que vous êtes témoin, les deux 5% et aucun des deux 64%. Bah, on a envie de vous entendre, ceux qui disent non à 64%. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la très bien, parole. ma chère Cécile. Bah, je ne vous l'ai pas demandé. Ça nous intéressait pas de le savoir, mais bon, si vous voulez nous le dire. J'anticipe. mais Je ça suis va. particulièrement heureux Ouais, aujourd'hui. Je c'est sais vrai, pas vous êtes pourquoi. guilleret? Ah, Oui, petit. pourtant il n'y a pas de match ce soir. Non, bah, C'est parce que... l'avant-goût du printemps, Je vais peut-être. délibérer sur un livre. Ouais, Bon, ouais. C'est peut-être l'avant-goût du printemps. Peut-être. Peut-être un Ma petit chère avant-goût Annabelle. comme ça. Ça frétille chez vous Un le petit printemps, air. Philippe Bilger? Pardon. Le printemps frétille chez vous, donc. Ah, moi j'aime beaucoup le printemps. Ah ouais. La sève est en train de monter. Le printemps et l'automne, j'adore. Ouais, moi je préfère le printemps. Mais bon, Moi voilà, aussi. c'est plus. Ça C'est commence à- intéressant votre ça discussion. commence à- Oui. Mais c'est ça, Elisabeth c'est- Lévy. Vous savez ce qu'on fait? On crée le lien. Voilà, c'est ça. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Comment ça va, Bonsoir. mon Elisabeth? Là, bah super. Vous êtes en forme? Oui. Ouais. Oula. J'adore quand elle fait oui, comme ça. C'est un petit peu ça. Oui. C'est- Non, c'est- je constate que nous n'allons pas parler de l'accident, du triste accident, et donc je suis contente qu'on n'en parle pas. Oui, de toute façon, les autres en parlent suffisamment assez Voilà. pour raconter bavarder sur des faits qu'on ne connaît pas. Olivier D'Artigol est avec nous. Le Bonjour. Bernet de l'étape. Oui. J'aime les saisons marquées. Ouais. Ah, c'est-à-dire
Bah, Un l'hiver, hiver qui est un vrai hiver, un printemps qui est printanier, un été chaud. Oui, oui. Et un Bah, automne voilà, automnal. voilà. Vous savez, quand on commence à parler du temps... Commencer est profond. Moi, je sais pas si je vais tenir le niveau de cette Le tout de émission. revenir à la surface, j'ai 2 heures. Ouais. Moi, je crois que Vous savez que quand on Je suis commence pas à au parler niveau. de la météo et du temps, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on est vieux. En tout cas, notre ami Mickaël est avec nous et qui nous appelle de la Haute-Garonne. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Oh, c'est mignon. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir aux vraies voix. Et vous nous appelez d'où, Mickaël? Alors de Launaguet, Oh, C'est juste c'est juste à côté de, Launaguet, voilà, à Launaguet. côté de Toulouse. Voilà. et non, et Nolaguet, ça n'a Oui. absolument rien à voir. Et Mickaël, vous faites quoi dans la vie? Alors je suis ingénieur dans l'aéronautique spécialisé dans les achats industriels. Voilà. Ah, fabuleux. Très bien. Ça, c'est un On truc peut- qui va adorer Philippe Bilger. Bah, Philippe David. Dans Philippe une David. quoi Pardon. Ingénieur en aéronautique. Aéronautique. Dans une industrie, dans Dans un- une zone. Non, Non, spécialisé dans spécialisé dans les... les achats Les achats industriels. industriels, Ah, d'accord. effectivement. Donc on voilà, risque tout à fait. d'entendre pas mal d'anecdotes de Philippe David. Ah bah oui, Comme c'est c'est de sûr. l'aéronautique, je suis un peu inquiet. Non, mais on est sûr qu'avec un ingénieur en aéronautique, ça va voler haut. Elle est Ah, excellente. ça, Elle ça, est c'est pas dit. excellente, j'avais la fin. Mickaël, je pense qu'on va Oui. toutes vous les faire. Merci de nous avoir en tout cas Je appelé. dirais Vous que allez jouer, pouvoir Mickaël est de jouer au. retour. Alléluia. Voilà, c'est ça. Mickaël est de retour. En tout cas, il va rester avec nous puisque c'est la vraie voix auditeur qui va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission et vous allez pouvoir commenter cette émission quand vous voulez. Et bien entendu, vous jouerez ou contre Olivier d'Artigol, ou contre Elisabeth Lévy, ou contre Philippe Bilger. Donc pendant quelques moments, vous allez pouvoir faire votre choix. Vous Et triturez puis- l'esprit. Exactement, en disant lequel est le meilleur, voilà. Est-ce que vous voulez vous vendre, Philippe Bilger, ou vous en avez ras-le-bol? J'en ai ras-le-bol. Voilà. Elisabeth Lévy, vendez-vous. Moi, je Parlons dis que vrai. Philippe Bilger en a ras-le-bol et que D'Artigol, il a déjà lu 150 journaux ce matin. C'est donc un match inégal avec lui. Donc, vous devez jouer avec moi. Voilà. Olivier d'Artigol. Je n'ai, pour des raisons que je ne vais pas développer au micro, je n'ai pas fait ma revue de presse ce matin. Ce serait intéressant de savoir pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Ouais. Menons C'est l'enquête. marrant, j'avais la même. J'espère qu'il y aura beaucoup de Kikadi. Oui, bah, il y a du kikadi. Il y a du kikadi. Vous restez avec nous, Mickaël. Allez, tout de suite, on démarre cette émission. Bienvenue dans Les Vraies Voix. C'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre une Assemblée nationale qu'il juge non tenue. Oui, alors tout cela n'est guère original, mais je voudrais rapidement, Cécile et Philippe, donner quelques éléments qui expliquent, à mon sens, pourquoi je continue à penser que ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment n'a rien de comparable avec les affrontements d'antan. D'abord, je me demande, et ça n'est pas de l'ironie, si il n'y a pas, même chez certains adultes, même dans des lieux emblématiques, une sorte d'aspiration à une régression un peu infantile, d'un autre niveau que celle que nous avons aux vraies voix, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui donne parfois envie à l'adulte de redevenir dans enfant avec sa puérilité et ses excès. Deuxième élément, je crois que malheureusement nous avons une présidente de l'Assemblée nationale à la fois très estimable, elle a un destin, elle en est persuadée, elle a sans doute raison, mais qui ne domine pas assez le sujet. Troisième élément, je crois que au sein du groupe LFI, il manque, ça a été dit, ça n'est pas très original, un Mélenchon à l'intérieur du groupe. Oui. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais il aurait certainement, probablement, apaisé un tout petit peu les conflits, en tout cas choisi des conflits plus intéressants. Et dernier élément, il y a le fait qu'il y a un certain nombre de jeunes députés dont l'un est particulièrement grossier, qui ne connaissent pas les codes parlementaires et qui restent imperturbablement des militants au sein de l'Assemblée nationale. Et puis il y a peut-être la vie d'aujourd'hui. Ouais. Elisabeth Lévy veut réagir. Je suis très contente parce que Philippe a commencé par nous dire que il n'allait pas dire des choses originales, et justement si, parce que j'en ai, moi, un peu ras-le-bol d'entendre depuis des jours que c'est très mal, qu'ils se tiennent mal, que l'Assemblée c'est le bazar, que la confiance dans la politique, que l'Assemblée ce soit le bazar, c'est pas le problème en soi, puisque l'Assemblée, C'est la le but. politique, c'est fait pour représenter les conflits, et ainsi
possiblement les civiliser. Mais là où je trouve que les arguments de Philippe portent, c'est qu'il ne dit pas en soi, il faut pas qu'il y ait d'affrontement à l'Assemblée, il faut pas. C'est, j'ajouterai à vos arguments, cher procureur, celui du niveau que vous avez un peu dans le fond. C'est-à-dire que quand on nous, Yael Braun-Pivet, qui est très maîtresse d'école, comme vous l'avez dit, dans cette affaire, elle a fait un papier qui était pas si mal où elle rappelait quelques-uns et elle disait, on veut pas revoir ça. Effectivement, il y avait des gens qui emmenaient aux mains, mais il n'empêche que c'était quand même d'un autre niveau. Quand Blum et Maurras, si vous voulez, croiser le fer à la tribune de l'Assemblée, excusez-moi, c'était quand même autre chose, pardon, que Monsieur Boyard et je ne sais pas qui. Et c'est ça, en fait, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des conflits, c'est que ce sont des conflits bas de gamme, je veux dire de bas niveau, et qui ne nous font pas. Mais il faut qu'il y ait des conflits à l'Assemblée. Je veux dire, il faut arrêter de croire que la politique. Non, mais la politique, ça doit être ça justement, c'est la représentation du conflit. Olivier d'Artigol. Crânement, je continue à préférer ô combien cette assemblée qu'à la précédente. Parce que, désolé, mais on s'embêtait assez profondément avec la précédente, avec l'armée de Playmobil. Là, il y a du débat parlementaire. C'est méchant pour les Playmobil. C'est vrai. Il y a du débat parlementaire. On peut en effet, je suis d'accord avec le procureur Bilger, regretter certains comportements et outrances. Pour autant, le débat est dans l'hémicycle. Il est certes rugueux avec une réelle conflictualité. Je préfère que ça se fasse dans la vie parlementaire que sous d'autres formes. Quant à la présidente, j'ai lu son papier de mémoire dans le Figaro et elle commence sa tribune en caractérisant Jaurès comme un représentant de l'extrême gauche, alors qu'il vient des Républicains modérés et que c'est un représentant du socialisme. Je ne fais pas ici la notice biographique de Jaurès. Je suis d'ailleurs allé sur le site de l'Assemblée nationale où on trouve une magnifique notice biographique de Jaurès. Ah bon ? Donc il faut aussi que tout le monde se mette à niveau. Et je crois que c'est aussi, par certains aspects, un élément de dépolitisation générale avec un débat public et médiatique qui parfois, malheureusement, n'aide pas à se mettre au niveau. C'est vrai. On a un mot. Bien sûr. Non, mais je trouve que d'une certaine façon, et de plus en plus, même sur les plateaux de télé, les gens ont du mal à assumer les conflits. Et moi, je prétends que le conflit, ça fait partie de la vie, et que surtout, les gens avec qui on est amis, ce sont des gens, moi c'est comme ça que je donnerai une de ces définitions, mes amis, ce sont des gens avec qui je peux m'engueuler. Oui, mais tout dépend de la forme. Absolument, c'est ça le problème. Évidemment, vous avez raison, Philippe. Mais tout dépend de ça. Le mot vous voyez, assassin on était un fait peu des trop. gestes. J'ai compris. Voilà, ça va. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. On est déjà en retard. On va revenir sur les trois mots de l'actu avec Félix Mathieu et sur ce premier débat sur le texte. Peut-il être encore adopté suite au rejet de l'article 2 à l'Assemblée nationale ? 0826 300 300, c'est à vous de nous répondre. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous avez raté le début, c'est pas grave parce que ce qui vient est encore bien meilleur, je peux vous assurer. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous, Philippe David bien sûr est avec nous. Ça va Philippe David ? Ça va très bien. Oui, vous êtes beau. De dos. Beau de dos. Vous avez bu. Allez, bienvenue. Non. Cécile, c'est qu'un jour il dit ça ne va pas. Pour rendre plausible ce questionnement. C'est ça. Il sait pas. Je vous le ferai demain. Ouais, c'est ça. Mais faites-le de façon naturelle. Allez, bienvenue. Tout de suite, les trois mots de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots dans l'actu sont cocaïne, bunga bunga et pornographie. Pierre Palmade placé en garde à vue en début d'après-midi. L'un de ses passagers en fuite promet de se rendre après ce dramatique accident sur fond notamment de cocaïne. Bunga bunga, c'était le nom de ces soirées, souvenez-vous, organisées par Silvio Berlusconi. Eh bien, l'ancien président du Conseil italien a été relaxé aujourd'hui de son procès pour corruption de témoins. Et puis l'OGC Nice porte plainte. Un film porno aurait été tourné clandestinement dans les toilettes du stade pendant un match de foot de Ligue 1. Les Vraies Voix Sud Radio.
Il a fallu attendre que l'état de Pierre Palmade lui permette de répondre aux questions. L'humoriste a été placé en garde à vue à 13h55 tout à l'heure. Après l'accident de vendredi dernier, le conducteur d'en face se trouve toujours en réanimation. Son jeune fils de 6 ans a été défiguré dans la collision. Selon le Parisien aujourd'hui en France, la jeune femme enceinte qui a perdu son bébé se trouve sous le choc. Ce drame braque les projecteurs sur la cocaïne qui se banalise. Stéphane, chauffeur routier dans l'Aude, a été accro durant 2 ans, comme il le raconte à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Stéphane prenait 4 à 5 grammes par jour. On se prend pour le roi du monde, quoi. On se prend pour le roi du monde. C'est très compliqué d'avoir des conversations constructives, on va dire. Et après en avoir consommé, justement, dans les moments où on n'en consomme pas, on a un peu des moments de dépression. Stéphane, vous-même, vous avez conduit sous cocaïne? Oui, ça m'est arrivé, oui. Et au volant, vous avez senti les effets? Oui, après, oui, bien sûr. Oui, mais en fait, on ne s'en rend pas compte de l'emprise du produit. Du côté des passagers en fuite dans la collision provoquée par Pierre Palmade, l'un a été interpellé, de même que la femme qui le logeait dans les Hauts-de-Seine. L'autre passager en fuite aurait promis, via son avocat, de se rendre prochainement aux autorités. C'est terrible, là. C'est terrible le témoignage du chauffeur d'autant routier. Plus qu'on a confirmé, j'ai lu quelque chose qui démontre en effet que la cocaïne n'est plus l'apanage, si j'ose ce terme, de l'élite, que Bien sûr. ça s'est démocratisé Le prix pour le pire. Le prix s'est effondré. Moi, j'ai même entendu, je crois que on était ensemble hier soir sur le plateau de Pascal Praud, en tout bien tout honneur, donc. Et ça change. Et il y a eu un témoignage, mais Olivier va certainement me rappeler de qui, disant que dans son entourage, c'était des ouvriers. C'est-à-dire ce que j'ignorais totalement. Ça me paraissait pas effectivement être la caractéristique des milieux ouvriers. On parlait d'électriciens, de maçons, qui consommaient de la cocaïne. Mais la question que je me pose, c'est, il me semble que c'est quand même une drogue assez onéreuse. Je crois, oui. Le prix a beaucoup baissé, a priori. Olivier d'Artigol, un mot? Non, mais que l'intervenant sur un plateau de télé ait constaté auprès de lui que un ou des ouvriers consomment la cocaïne, pourquoi pas, mais évitons une généralisation qui ferait que le monde du travail, notamment... J'ai dit des ouvriers, j'ai pas dit les. J'ai dit des. Non, mais tout ça pour dire que tout le monde, toutes les couches de la population prennent. Je pense que ça a en effet évolué en termes de consommation et de profil de consommation. Je pense qu'il n'y a toujours pas de politique publique à la hauteur des enjeux, que c'est un sujet qu'on ne traite qu'au prisme d'une actualité dramatique, et que ça nous permet d'en parler un peu, tant mieux, mais dans des conditions déplorables. Enfin, je vous rappelle que le monde du travail, c'est pas que les ouvriers, nous aussi, on est le monde du travail. Ça pourrait d'ailleurs permettre une réflexion. Mais vous voyez, l'ouvrier qui parle le matin, on se prend un truc de coke, c'est pas non plus... Mais de la même manière qu'à une certaine époque, c'était la culture, la littérature qui abusait de la cocaïne, on pourrait dire que pour certains, c'est la vie difficile aujourd'hui qui fait qu'on en prend. Et puis j'imagine qu'il y a qualité de cocaïne et qualité de cocaïne. Alors attention, parce que par exemple, le crack est un dérivé moins cher de la cocaïne et qui est beaucoup plus addictif d'après ce que disent les spécialistes. Mais je suis pas d'accord avec vous, Philippe, parce que précisément ce que disent, pour le coup, tous les historiens, c'est qu'il n'y a aucune société qui n'a pas eu des produits psychotropes, des produits pour adoucir le réel. Donc je ne suis pas sûr que ce soit lié à une difficulté spéciale. Ou accélérer le réel. J'ai l'impression que c'est une idée à laquelle vous donnez. Mais parce fait qu'à mon avis, si on n'a pas ça en tête, toutes les politiques de lutte, si vous voulez, contre ça, elles doivent partir de ce constat. Si on considère que c'est une maladie du corps social, si vous voulez, qui ne concerne que des gens, disons, qui iraient très mal, un peu comme quand on était petit, on lisait les chemins de Katmandou, tous ces bouquins-là, et alors c'était vraiment l'enfer de la drogue. Je pense qu'on se plante, en fait. Allez. On part pour l'Italie, où l'ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, vient d'être relaxé. Dernier volet de l'affaire de ces soirées dites Bunga Bunga que résumait la chaîne Euronews en 2012. Selon ses dires, il ne s'agissait pas de soirées sexuelles, mais donc, je cite, de jeux burlesques qui se déroulaient dans une ambiance de bonne humeur et de sympathie. Dans cette affaire, des filles ayant participé à ces soirées ont donné une autre version, autrement plus sulfureuse. À leur égard, Silvio Berlusconi se veut magnanime. Ces filles, a-t-il dit, c'est moi qui les entretiens.
Elles ont tout perdu avec ce procès. Elles sont ruinées et en plus elles sont déshonorées pour toujours. Dans ce dossier Rubygate, Berlusconi est accusé de prostitution sur mineurs. Il aurait payé à plusieurs reprises une jeune Marocaine surnommée Ruby pour des prestations sexuelles. Un délit passible de 3 ans de prison. Alors après ça, en 2015, la Cour de cassation italienne l'avait finalement acquitté après une condamnation à 7 ans de prison pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir en première instance. Après ça, l'ancien chef du gouvernement était poursuivi pour subornation de témoins soupçonnés d'avoir corrompu les jeunes femmes en question qui auraient pu témoigner contre lui. Pour ça, le parquet demandait 6 ans de prison. Il n'a donc pas été entendu. Silvio Berlusconi relaxé. La droite italienne s'en réjouit, à commencer par exemple par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui salue, je cite, une bonne nouvelle vu les répercussions de cette affaire sur la politique italienne. Et on termine avec ce film porno tourné durant un match de l'OGC Nice. Le club porte plainte. Oui, dépôt de plainte pour atteinte à l'image du club après le tournage d'un film porno amateur dans l'enceinte de son stade, l'Allianz Rivera, et ce pendant un match de Ligue 1 tout de même. Selon une source proche du club, ce film X amateur a été accessible en ligne. Il avait été tourné dans les toilettes du stade le 29 janvier lors du match Nice-Lille, qui avait été remporté sur le terrain par les Niçois 1-0. Mais bon, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Selon cette même source, l'actrice du film précisait d'ailleurs dans l'enregistrement de la scène en question qu'on était en plein match, et forcément en termes d'image, ça n'a pas trop plu dans les instances de l'OGC Nice. Ah, mais peut-être que le match n'était pas intéressant. J'adore le terme Félix, l'actrice. Mais moi j'en ai marre de ce moralisme. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ça a été tourné, c'était pas sur le terrain. Vous pouvez aller avoir un enfant qui va oui, ça pendant c'est vrai. le match. Vous avez raison, j'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est comme si j'avais pas pensé à ça. Vous pourriez nous parler des dialogues. Ce que je Vous voulez savoir si je l'ai regardé? C'est l'offensive. Si vous voulez, autant il faut protéger la jeunesse, autant. Mais l'offensive puritano-moralisante contre le porno en général me tape sur les nerfs. Et je trouve qu'on vit dans un monde, si vous voulez, où il y a cette espèce de pulsion, de censure, d'interdit. Si vous voulez, si des adultes consentants veulent faire du porno amateur, en soi, ça ne me dérange pas. Je vous assure que je suis sérieuse. En revanche, évidemment, le problème, c'est l'accès à la sexualité des mômes via le porno. Ça, c'est autre chose. Vous ne nous donnez pas rendez-vous dans les toilettes. Non, Elisabeth, en matière d'image, c'est comme si quelqu'un tournait un film porno à Sud Radio. D'accord, j'avais pas. Je retire sur le. Mais parce que. Retirez, si vous voulez, je pensais que ça les avait pas gênés pendant le match. Mais. Je vous en prie, Cécile. Mais Philippe a raison, je n'avais pas pensé au gamin qui va aux toilettes pendant le match. Moi, je suis allé très souvent au stade avec mes enfants, c'est pour ça. Allez, vous restez. Et vous n'avez rien vu? Non. Jamais dans ce domaine. Non, parce qu'il fait pipi dans la pelouse. Donc, je vous dis. Vous restez avec nous, on est ravis de vous retrouver dans un instant, le grand débat du jour. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol, et on va revenir sur ce rejet de l'article 2 par l'Assemblée nationale. Le texte peut-il encore être adopté, Philippe? Oui, on peut dire qu'il a franchement du plomb dans l'aile après ce rejet avec la majorité des députés LR. Venez témoigner au 0826 300 300, on attend vos appels. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, j'aurais aimé que vous soyez là dans les coulisses de cette émission. On dirait des adolescents boutonneux. Et Elisabeth Lévy a raison de dire que Olivier d'Artigol, Philippe Bilger et Philippe David sont des adolescents boutonneux. Ça, c'est sûr. Mais c'est diffamatoire. C'est ça aussi, les vraies voix, bien entendu. Qu'est-ce qui est diffamatoire, adolescent? C'est diffamatoire. Non, boutonneux. Oui. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On va revenir sur le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Pour 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. 23h23 hier soir, coup de théâtre à l'Assemblée nationale. L'article 2 qui prévoyait d'instaurer un index senior dans les entreprises est finalement rejeté par les députés. Coup dur pour la majorité, coup de force pour l'opposition. C'est une défaite pour un gouvernement qui a refusé d'écouter le peuple et le Parlement. La majorité a été lâchée par les Républicains, mais surtout par certains de leurs propres députés. Il y a un problème chez eux, ils ont une 50aine d'absents. Ça montre leur instabilité totale, la manière dont ils avandent un peu dans le brouillard. Symboliquement, ce qui s'est passé ce soir, ça peut encourager effectivement les gens à descendre encore plus nombreux dans la rue pour leur dire, vous voyez, c'est possible, on peut vraiment les faire abandonner ce projet.
Eh bien, c'est notre question du jour sur ce rejet de l'article 2 par l'Assemblée nationale. Le texte peut-il encore être adopté selon vous? Pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, vous dites oui. Vous dites non, pardon, à 73%. Un revers important pour le gouvernement, Philippe, une victoire symbolique des oppositions. Oui, on nous avait dit qu'avec les voix des LR qui allaient se convertir à la réforme des retraites, le projet de loi passerait sans aucun problème. Et patatras, on a attendu ni le 49.3 ni le 47.1. Au numéro 2, l'article a été rejeté. Vous trouvez que c'est normal? Vous pensez que le projet de loi va passer ou non, qu'il est déjà mort dans l'œuf? On vous attend au 0826 300 300. Et un chercheur au CNRS et au CEVIPOF est avec nous. C'est Bruno Cotresse, c'est politologue. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno. Merci d'être avec nous pour revenir d'abord avec vous, Philippe Bilger. Revers énorme, même si on pouvait s'y attendre. Oui, et Cécile, ce matin, j'ai trouvé, face à l'excellent questionnement de Patrick Roger, j'ai trouvé le ministre Riester très pauvre dans son argumentation. Oui. Il oubliait de dire que 38 républicains avaient voté en compagnie du Rassemblement et de la NUPES pour faire rejeter l'article 2. Ceci étant dit, je me demande si ça n'est pas une sorte de barou d'honneur ou déshonneur, ça dépend ce qu'on pense du projet de loi, pour se faire excuser par avance pour l'article 7. Je me demande si au fond ça n'est pas une manière de montrer qu'on est résistant du côté des Républicains, même si en définitive on permettra le vote de l'article 7 si on y va. C'est un espèce de deal peut-être. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'article en tant que tel, cet index mis à l'index. Un jeu de mots majeur. Ouais, mais... Non, et puis surtout, vous le signalez, ne faites pas comme Philippe David. Je me suis senti un peu davidienne en le faisant. Allez, Elisabeth, on vous laisse la main. C'est pas cet article en soi qui est important, mais moi, je dois vous dire que de toute façon, je pense, oui, je vais directement à votre réponse, que ce projet de loi sera voté avec ces mesures essentielles, et je le répète, mais je sais que je suis très minoritaire, je suis triste que ce pays soit à ce point mobilisé sur cette loi avec de tels mots cruels. Je renvoie à l'interview de Pascal Bruckner qui l'a dit mieux que moi, qui dit que c'est le symptôme d'une société fatiguée et qui n'a plus de niaque. Est-ce que ce texte peut encore, en termes techniques parlementaires, être voté? Oui. L'exécutif a deux cartes dans son jeu, puisque c'est un texte budgétaire, le 49.3, et avec la procédure, ça vient d'être indiqué, on peut aller vers un vote sans rentrer dans de la technique parlementaire. Ils peuvent en effet aller vers un vote, vers une adoption sans vote, avec un temps limité. Mais, politiquement, le fait d'aller vers ce chemin est très risqué. Tout simplement parce qu'une majorité très importante dans le pays, décidément, n'en veut pas. Les derniers sondages qui viennent de tomber le confirment. Les 2 tiers des personnes maintiennent un niveau d'opposition. 7 Français sur 10, 9 salariés sur 10, ça a été dit. Le mouvement social ne faiblit pas. Et surtout, et j'en termine sur cette idée, l'exécutif n'arrive toujours pas à créer une contre-offensive permettant de créer de l'adhésion sur certains aspects du texte. À chaque fois qu'ils essaient d'en faire la pédagogie, ils se votent. On a eu une séquence de nouveau sur les 1 200 € où le ministre Dussopt vient de dire in fine qu'au final, ça ne permettra qu'à 40 000 personnes, tout ça pour ça, d'accéder à cette mesure Olivier Véran a été aussi mis en difficulté. Oui, donc décidément, ça ne passe pas. Bruno Cotresse, est-ce que cette opposition finalement peut durer dans le temps? Alors effectivement, ça vient d'être rappelé. Je partage l'avis de Philippe Bilger. En fait, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une péripétie. Globalement, on voit que les Républicains, à la fois comme parti politique, comme groupe à l'Assemblée nationale, progressivement basculent quand même vers ce vote de la réforme des retraites. Ils sont fondamentalement d'accord sur le fait de reporter à 64 ans l'âge de départ légal, ce qui est quand même le cœur de ce projet. Et bien sûr, ils doivent, vis-à-vis de leurs électeurs, de leurs sympathisants, de leurs militants, ils doivent aussi donner le change. Ils doivent aussi montrer qu'ils ne rejoignent pas les rangs de la majorité présidentielle sans poser des conditions.
Donc je crois qu'on est plutôt dans une péripétie pour le moment. Et finalement, je partage l'avis général du plateau, c'est-à-dire que cette réforme va sans aucun doute être adoptée, et sans doute par l'apport des voix des Républicains, des députés républicains. On ne les imagine pas prendre ce risque de ne pas voter un texte dont la mesure centrale était un élément de leur projet présidentiel. Bah oui, Elisabeth Lévy peut-être. Non, moi ce qui m'intéresse au-delà, parce que encore une fois, là-dessus, l'enjeu en tant que tel des retraites, me semble-t-il, est surestimé. Et je me demande si derrière cet enjeu manifeste, il n'y a pas des enjeux latents qui sont plus intéressants. C'est-à-dire que au-delà, ce que conteste, et là je ne mets pas du tout en doute ce qui a été dit, Olivier a raison, la contestation ne faiblit pas, mais qu'est-ce que les gens contestent? Est-ce que c'est vraiment de la part des gens qui sont dans la rue? Est-ce que c'est vraiment... Alors que pour certains, même pour beaucoup, ça ne va pas changer énormément de choses. C'est travailler pour beaucoup quelques mois de plus. Je dis, bon, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais je crois qu'il y a autre chose. On a un sentiment, si vous voulez, que c'est une occasion de plus de régler des comptes avec les élites. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et la deuxième question, très vite, c'est quand même la question de pourquoi est-ce que les gens considèrent travailler. Il y a toujours eu des métiers pénibles, mais avant on considérait que subvenir à ses besoins, travailler, c'était en soi une dignité. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? J'attire l'attention sur une chose, c'est que concernant l'électorat LR, je suis très attentif à l'évolution des sondages, et un électeur LR sur deux est opposé à la réforme. Ça se maintient. 54%, je crois, pour l'Ipsos. Et donc, les parlementaires LR, qui sont plutôt des parlementaires qui ne doivent rien au parti, mais tout à leur ancrage local au regard des conditions de leur élection ou de réélection, sont attentifs à ce climat général. Je suis assez d'accord avec Elisabeth. Derrière ce mouvement social et populaire, il n'y a pas que les 64 ans. Il y a un débat sur la société, sur le travail, sa nature, sa soutenabilité, sa pénibilité. Et puis, quand on vient d'un pays qui sort du Covid, quand il y a une telle crise d'inflation, la guerre en Ukraine, toutes ces tensions, bien évidemment, on peut s'interroger sur le timing décidé pour cette réforme. On l'avait dit à plusieurs reprises, il y a l'opposition au projet de loi et l'opposition au président de la République, c'est un cumul. Mais je voudrais questionner Bruno Cotresse sur une pensée, un propos de Françoise de Gois hier. Je ne voudrais pas usurper sa réflexion. Elle avait dit, pour expliquer l'attitude un peu étrange de LFI, qui semblait ne pas vouloir aller au bout du débat sur l'article 7, elle l'expliquait par le fait que LFI ne souhaitait pas qu'on votât l'article 7 avant vendredi minuit, parce que ça découragerait la poursuite de la lutte syndicale. Qu'en pensez-vous, Bruno? Bruno Cotresse. Oui, il est certain qu'aujourd'hui, l'attitude de la FI est clairement l'attitude de d'abord se servir du débat à l'Assemblée nationale pour incarner l'opposition forte à ce projet de réforme et pour continuer à faire monter la pression, parce qu'on voit bien que du côté de l'exécutif, on est très décidé à aller jusqu'au bout. Je ne suis pas du tout, moi, sur l'idée que l'exécutif va reculer, il ira jusqu'au bout. Et donc, d'une certaine manière, le pari qui peut être fait du côté de la FI, voire du côté du mouvement social, c'est de faire monter la pression si haut en termes de mobilisation que le gouvernement serait obligé de lâcher prise à un moment donné. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que incarner de manière extrêmement forte, extrêmement visible à l'Assemblée, avec ces tonnes d'amendements, l'idée de porter très haut l'opposition, d'empêcher que l'article 7 n'arrive, ça, évidemment, ça renvoie peut-être aussi ça renverra un message un petit peu d'un gouvernement et d'un exécutif qui est à la peine. C'est vrai que si on ajoute le vote qui a eu lieu sur l'index de seniorité, plus un gouvernement qui n'arriverait pas à passer le dossier au Sénat en ayant fait voter sa principale mesure, le report à 64 ans, c'est vrai que ça fait passer un message d'un exécutif qui arrive pas bien, qui est à la peine. Bruno Cotresse, au sein de la France Insoumise et de la NUPES plus généralement sur le fait
d'aller à l'article 7 et que ça passe, que ça soit présenté au vote. Parce que les leaders syndicaux, Berger et y compris Martinez ce week-end, ont demandé à ce que la discussion parlementaire puisse aller jusqu'à l'article 7 et que ce soit soumis au vote. Parce que ce sera un élément de clarification politique important. Le mot de la fin, Bruno Cotresse, parce que vous devez nous laisser d'ici à peu près 2 minutes. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces quand même, cet échec, surtout chez LR? Parce que, quelque part, on se dit que le vote des LR pour la réforme des retraites n'est peut-être pas si acquis que ça, comme le disait Olivier d'Artigol. C'est clair, depuis plusieurs semaines, on voit qu'il y a de l'ordre d'une vingtaine, on va dire, on peut estimer entre 20 et 25 députés LR qui ne sont pas complètement convaincus. Alors c'est vrai que le fait d'avoir mêlé leurs voix à ceux de la NUPES et du Rassemblement national pour faire échec au gouvernement hier va sans doute donner lieu à de belles explications en interne des Républicains, parce que du côté de la direction du parti, on a clairement affiché la couleur, on veut que cette réforme soit votée et on pose en même temps des conditions. Éric Ciotti joue très gros, parce qu'au fond Éric Ciotti est arrivé pour le moment à parler d'autres sujets que les sujets dans lesquels on le cantonnait, le régalien, l'identitaire, l'immigration. Et là, on est sur une dimension très importante. Les Républicains, vous savez, ils sont en train d'essayer de réussir, peut-être de pouvoir réussir un coup de billard à 3 bandes. Eux qu'on disait totalement laminés à la sortie de la présidentielle, ils montrent qu'ils existent, qu'ils ont amené l'exécutif à venir vers eux. Et donc pour Éric Ciotti, il y a là un enjeu extrêmement important, bien évidemment, d'incarner une opposition et une opposition de gouvernement qui est arrivée à faire venir l'exécutif vers les propositions des Républicains. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nos politologues, chercheurs au CNRS et Merci au CELIPOF, et 0826 300 300 par au standard avec Mickaël qui est avec nous. Et une réaction, Mickaël, justement sur ce rejet de l'article 2. Écoutez, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ça ira jusqu'au bout. Les LR ne peuvent pas se permettre de ne pas voter ce texte, et notamment le texte 7. Par contre, oui, c'est un vrai camouflet pour moi, pour la majorité, puisque, je le rappelle, ils avaient fait cet article 2, notamment en réponse aux manifestations vis-à-vis du départ de l'article 7, donc de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc quelque part, l'écran de fumée qu'ils avaient essayé de faire, il vient de tomber. Donc leur crédibilité, pour moi, il en reste plus beaucoup. Est entaché, oui, voilà. C'est ça. Complètement. Le fait que l'intersyndicale appelle à voter, à part le RN, est-ce que c'est une erreur de stratégie, c'est-à-dire d'exclure le RN? Mais il est intéressant de voir, Cécile, que LFI, si on en suit ce qu'avait dit Françoise Degois, veut qu'on ne vote pas sur l'article 7, mais les syndicats semblent relativement optimistes puisqu'ils incitent le parti, la NUPES, à accélérer le mouvement parce que probablement ils ne sont pas complètement désespérés et pensent que l'article 7 peut être rejeté. C'est intéressant de voir cette apparente contradiction. Olivier d'Artigol, contradiction. Je suis sensible à la réflexion de Philippe Bilger sur l'idée, est-ce que LR n'a pas fait un signe là de contestation, d'opposition, étant charnière et centrale. Le macronisme, dès le début, c'était plutôt négocié avec Berger, pas avec Ciotti. Donc, il marque le point. Pour après, in fine, voter le texte. Peut-être que c'est ça. Et ça n'est peut-être pas ça. Allez savoir véritablement, après, il y a encore 2 jours pleins, quel sera le climat dans le pays. Il y a une journée demain de mobilisation, il y a encore les dirigeants syndicaux qui ont des choses à dire. Et la menace de blocage le 7 mars Oui, bien sûr. Donc je ne suis pas tout à fait sûr de là où va atterrir aujourd'hui LR. Ça reste un point d'interrogation. Est-ce que vous croyez à un allongement du délai par le gouvernement? Ça n'est pas possible. Non, ça n'est plus possible. Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas le faire? Non, là, ils ont enclenché une procédure qui fait que la discussion à l'Assemblée se termine vendredi à minuit. Puis ça part au Sénat. S'il n'y a pas eu de vote vendredi à minuit, le gouvernement est libre de mettre le texte initial ou de retenir les amendements qu'il veut. Ça va au Sénat pour 15 jours, il peut y avoir après une commission mixte paritaire, puis ça retourne à l'Assemblée nationale. Il va encore se passer beaucoup de choses. J'avais
cru comprendre que la présidente de l'Assemblée nationale, absolument. si on était au bord d'un accord ou d'un vote, avait la possibilité de prolonger d'un ou 2 jours. 1 ou 2 jours. Ouais, c'est pour ça que je vous pose cette question. J'ai pas cet élément. Ouais. Mais il faut se le faire confirmer on va se le faire confirmer. Ouais, on vous en parlera d'ailleurs, on va s'en faire, parce que c'est important à savoir. C'est vendredi là. C'est vendredi 23h59. Absolument. Vous restez avec nous. Mickaël, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le quiz de l'actu. Révisez vos fiches, les amis, parce que là, ça va être tendu là. Il y en a du Kikadi. Ça lui plaît le Kikadi. Bienvenue, c'est les vrais voix. Et vous qui nous appelez au 0826 300 300 pour parler avec les vraies voix, pour être en direct avec nous sur Sud Radio, et vous avez bien raison puisque l'antenne est à vous et on travaille pour vous. On travaille, c'est sûr. Enfin ça c'est pas du travail, c'est de l'amusement. Nous, parce que nous on prend du plaisir. Du bonheur. Nous on prend du plaisir. On prend du plaisir de discuter avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy, avec Olivier D'Artigol qui a l'air au bout du rouleau. Ça va Olivier D'Artigol? Non, pas du tout. Il a plus les arbres là. C'est le monde du travail. Il représente Je le n'ai monde aucune du forme de travail. pénibilité sur cette émission. Il vient nous faire un penseur de Rodin, c'est pour ça. Allez tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on démarre avec notre ami Mickaël de Haute-Garonne, notre vraie voix. Alors Mickaël, vous jouez contre qui? Alors, est-ce que vous jouez contre Philippe Bilger, Elisabeth Lévy ou Olivier D'Artigol? Eh bien écoutez, je vais jouer contre Elisabeth. Très bon choix. Merci Mickaël. Et donc, vous avez dans la poche de droite Olivier D'Artigol, dans la poche de gauche Philippe Bilger. Voilà. Sachez-le, puisque Donc voilà. c'est plutôt la poche de gauche d'Artigol et la poche de droite Bilger. Ah, vous savez, tout change dans la vie. Parfois imprévisible. C'est ce que je Je peux dis. l'être aussi. Et Olivier est un communiste que je fréquente. Oui. Olivier surtout c'est la gauche à l'ancienne, Ouais. je dirais. Avec modération, fréquente avec c'est un modération. compliment. Hein. Oui, c'est bon. Oui, ça me va. La gauche J'adore. Il a un petit côté pépone, c'est vrai. Allez, c'est une question Kikadi. Oui, donc Camillo. Une question Kikadi. Kikadi. On devrait mettre le double des points pour les questions Kikadi. Même le triple. C'est surtout qu'on aime tellement dire Kikadi. Oui, c'est ça. En ce qui concerne l'index senior proposé dans la réforme des retraites du gouvernement, Kikadi, c'est un article alibi qui ne sert à rien. Marine Le Pen. Berger. Non. Mélenchon. Non. Alors là, c'est évident. Non. Mais j'aime bien le terme vicieux, vous avez raison, Parce Philippe. que ce qui C'est un article alibi qui ne sert à Qui rien, ne c'est sert à la NUPES. Olivier Faure. Non. Non. C'est pas à la NUPES Non. C'est de l'autre Geoffroy côté. de Bézieux. C'est l'autre. Non. Donc c'est au RN. C'est Non. non. Enfin, c'est de l'autre Bardella. côté. Non. Non. C'est un peu moins loin que le RN. Donc c'est LR. Oui. Allez. C'est pas Pradier. Non, c'est l'autre. Ciotti, voilà. Bonne réponse. Et on l'avait oublié. Bah On oui. peut pas dire que ce soit spontané comme réponse. Non. Et pourtant, il est au centre de On a l'échiquier fait tout le aujourd'hui. personnel politique. On a oublié qu'il était là, lui. C'est vrai. Ouais. Alors qui Et bon, on va lui cherche à dire. Bon, on a le point, apparaître on a le point quand central même. dans le domaine. On a le point quand Ça même. fait 2 On prend le points. point. On a 2 qu'un points. point. On a 2 points. Ah bah tout non, on n'a de pas même. fait les 3 Vous êtes propositions. gentil. Donc Ah non, 2 vous points. avez 2 points. Donc Mickaël, pourquoi vous vous leur avez 2 donnez points. 2 points? Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez, question pétition. Quelle pétition a atteint aujourd'hui le million Celle de signatures l'intersyndicale. contre La réforme des la réforme retraites. voilà, C'est bonne bon, réponse. Non, c'est moi qui ai le point. L'intersyndicale, c'est pas contre. T'as pas dit quel syndicat? c'est pas l'intersyndicale T'as pas sur dit la. quel intersyndicale? Allez, ça fait C'est pas ce 4-0. concours à carburant au Laurent, c'est sur la retraite. Désolé Mickaël, désolé. Mickaël. On mène 4-0. 4-0. 4-0. C'est une question bide. Attention. Bide. Quel service de la Poste pourrait disparaître prochainement? Le timbre rouge. Le timbre rouge. Elisabeth bravo, Lévy a été la plus Elisabeth. rapide. Michael, vous étiez un tout petit peu lent. Pourquoi le. Oui, désolé. 20 Parce que ça ne. Non, il pourrait, si toutefois, donc, timbre rouge, il y a 3500 personnes qui s'en servent par jour. Si ça ne passe pas les 5000, voire les 10 000, ils arrêteront. Vous avez beaucoup d'informations que je n'ai pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Comment ça posait un préjudice là sur Je croyais que c'était déjà supprimé. Venez lire la presse avec nous le matin. Oui, Voilà. c'est ce qui a Allez, on remplacé la lettre. Question bancaire. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lettre rouge d'ailleurs? Excusez-moi. Moi je connais c'est la celle lettre qui est- écarlate. Voilà. C'est celle qui est rapide. Oui, Non. vous envoyez un mail que vous payez et qui est livré Ah le oui, lendemain c'est sous forme de affreux. lettre, mais la personne qui imprime le mail peut lire ce que vous écrivez. Mais vous savez ce qu'est la lettre écarlate? Non, bah oui, Bah, c'est le A de adultère dans le magnifique roman de. Alors ça, je sais pas le prononcer. Nathaniel Hawthorne. Mais Hawthorne, voilà. Mais ça fait 4 Un des plus beaux romans du Question monde que je 4 recommande. Question bancaire.
Que propose de mutualiser BNP Paribas, Les Société distributeurs de billets. Bonne réponse, les distributeurs cash service. Oh là là. Mais c'est pas ça, il passe son temps, il fait rien. 6-2. Il fait rien, il passe son temps à lire la presse. Mais il a que dit ça non. à faire. Il a que ça à faire. 6-2, c'est un score de tennis, ça. Moi, un homme de gauche qui connaît tout ce qui concerne l'argent, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Et toc. Et toc. Et bien, oh, écoutez, ne me regardez pas comme ça, Olivier d'Artigol. Hein. Vous me faites pas peur. Question d'émission, tiens, écoutez bien, ça c'est pour vous. Démission avec un D apostrophe ? Non. Démission en un mot. C'est la position démissionnaire ? Non, ça aurait pu, mais c'est pas celle-ci. Elle est excellente. Quelle personnalité politique vient d'annoncer sa démission ? Ah oui, j'ai eu ça. Michael ? En Écosse, oui. il me semble que la première ministre, c'est la ministre. Bravo. La première ministre En Écosse, qui a démissionné, oui. Bien répondu. Bravo, Michael. C'est effectivement Nicolas Sturgeon, la première ministre indépendantiste écossaise. 8-2. Allez, question football. À la fin du match contre le Bayern, Mbappé a tensé ses coéquipiers en déclarant Quoi ? Il faut bien vivre, bien dormir, bien manger. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il va falloir bien manger, bien dormir. Message subliminal à un certain Neymar, dont le maire de Bougival, commune où il habite, en a marre de ses tapages nocturnes. Michael, vous avez remarqué qu'on 10 à répond 2. bien aux questions fondamentales. Ah ouais, exactement. Merci à vous. Donc on en est où au niveau des 10-2. scores ? 10-2 Oui. Il a une dernière Mais comment question. ça, 10-2 ? Non, on en a 4. Non, deux. non, vous avez deux, vous avez chère deux points. Vous Elisabeth. avez deux D'ailleurs, points. tu es seul. Vous êtes seul. Oui, vous êtes seul. Ah, parce que moi j'avais l'impression que j'étais un peu avec Michael. Non, vous étiez contre Michael. En tout cas, Mais vous ça avez... fait rien, je me sens très en empathie avec Michael. Dans le jargon, Elisabeth Lévy, on appelle ça une tôle. Une quoi ? Une tôle. Une tôle. D'accord. C'est rayé de la carte. Voilà, vous restez avec nous. Éparpillé façon puzzle. Oui. La dernière. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oui, mais il ne regarde pas l'heure parce qu'on est déjà en retard. On aurait pu battre le record absolu. Mais ouais, mais on le fera demain, vous inquiétez pas, Philippe. Il est très joueur, Philippe. Vous restez avec nous dans un instant. Cette méthode. Le coup de cœur de Philippe Bilger et on reviendra c'est Philippe David. de Philippe David, pardon. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas notre grand sujet à partir de 18h30 selon un sondage Ipsos pour le CRAN. Vous savez, c'est le Conseil représentatif des associations noires. 91% des personnes noires ou métisses d'ascendance noire habitant en métropole disent avoir été victimes de discrimination. Est-ce que vous avez l'impression chez vous de l'avoir vu ? Est-ce que vous avez été témoin ? Est-ce que vous-même vous l'avez vécu ? C'est facile, 0826 300 300. On vous attend et c'est Aude qui vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à Philippe Bilger, à Elisabeth Lévy, à Olivier d'Artigol, bien entendu, et vous, 0826 300 300 dans quelques instants. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis on va revenir sur le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous le savez, chacun arrive avec son sujet que vous pourrez commenter et on va revenir sur ce sondage Ipsos du CRAN. 91% des personnes noires ou métisses d'ascendance noire habitant en métropole disent avoir été victimes de discrimination. Philippe, peut-être si vous avez été victime ou vous avez été témoin. Eh bien écoutez, vous connaissez le numéro pour venir témoigner. On vous y attend. C'est chez vous ce studio, le 0826 300 300. Allez, tout de suite le coup de cœur. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. C'était il y a 20 ans. La France se réveillait fière puisque la veille, son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, avait fait ce discours à l'ONU pour s'opposer à la guerre en Irak. Un discours applaudi par des diplomates, fait rarissime dans cette enceinte et soutenu par une grande majorité des pays dans le monde, même si en Europe, la France était très seule, soutenue seulement par la Belgique, l'Allemagne et la Russie. Un discours auquel avait répondu Colin Powell, le secrétaire d'État américain, en exhibant une fiole remplie de poudre de perlimpinpin censée représenter les armes de destruction massive irakiennes. Le même Colin Powell qui déclarera plus tard sur la chaîne de télévision ABC que sa présentation était en grande partie fausse et avait été une tâche dans sa carrière. Il y a 20 ans, une éternité, la France se réveillait fière pour ce qui est aujourd'hui et bien malheureusement son dernier grand acte de politique étrangère. 20 ans après, merci Monsieur de Villepin de nous avoir rendus si fiers d'être français. Et bravo Bruno Le Maire.
qui a fait le discours. Ah De Villepin dit que c'est lui qui l'a écrit. Hein. Oui, mais... Voilà. C'est Bruno Le Maire. On a toujours une plume. Hein. Oui. Non, mais les deux sont valables. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, je pense qu'on avait tout à fait raison de s'opposer à cette guerre. C'est qu'en fait, la seule chose qui reste de la présidence Chirac, c'est une abstention, en fait. Oui. C'est-à-dire, c'est le seul acte intéressant, franchement. En 12 ans. Chirac, maintenant, est devenu une espèce de saint en France. Moi, je pense que... Et le discours du Veldiv. Ah non, alors d'abord le discours du Veldiv, moi je le conteste. Totalement, je pense que c'est une grave erreur. Et en plus, je vais vous dire, dans un livre qui sort maintenant, non mais c'est intéressant, dans un livre qui sort maintenant, il y a l'histoire du discours du Veldiv, qui en fait, je veux dire, Chirac n'avait pas du tout l'intention de faire cela, ça a été fait, c'est presque un hasard en fait. Et après, ils ont tout reconstruit, comme c'était une grande politique, c'est un discours qui nous a fait beaucoup de mal, qui a ouvert le guichet de la repentance. Qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Moi, j'ai été plutôt sur De Gaulle et Mitterrand. Moi aussi. Nous sommes en désaccord là-dessus, voilà. Je le sais. Ouais. Et sur De Villepin ? Oui, c'est un souvenir fort d'une France qu'il était dans ce moment-là et qui portait une voix singulière, identifiée. Et une voix qu'on n'a plus aujourd'hui au regard du chaos dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ces guerres dans le Golfe, pas seulement en Irak, mais en Libye, je veux dire, aujourd'hui, nous payons et nous allons payer pendant très longtemps encore le prix de ces guerres et d'un droit de l'homisme à courte vue. C'est-à-dire que pour faire les beaux, pour arrêter effectivement des exactions et des massacres, si vous voulez, on a ouvert des boîtes de Pandore dont on n'est pas sorti aujourd'hui. Eh bien, vous restez avec nous tout de suite, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, le Barça accusé d'avoir versé de grosses sommes d'argent à un responsable des arbitres espagnols. L'affaire défraie la chronique sportive aujourd'hui. Oui, info de plusieurs médias espagnols, reprise notamment en France par ce tweet de l'équipe. Le Barça accusé d'avoir versé 1 400 000 € à l'ancien vice-président de la commission des arbitres espagnols. Les versements via une société auraient été effectués entre 2016 et 2018. 2018, année justement au cours de laquelle se dénommé Enriquez Negreira aurait quitté la vice-présidence de l'institution de la commission des arbitres espagnols. Évidemment, beaucoup soupçonnent le Barça d'avoir acheté la clémence de l'institution dans les décisions des arbitres ou pourquoi pas même dans le casting, le choix des arbitres pour arbitrer les matchs du FC Barcelone. Le principal intéressé, en tout cas, se défend de toute entorse à la neutralité dans ses fonctions de vice-président. Malgré ses rémunérations du Barça, selon lui, son travail consistait, je cite, à conseiller les joueurs du FC Barcelone, notamment quant à leur comportement à adopter en fonction des arbitres. Bon, on y croit ou on n'y croit pas comme on veut. En tout cas, depuis cette annonce, eh bien forcément, les supporters s'en mêlent. Avec par exemple cet extrait de match et ce commentaire. Les instances ont eu besoin de 6 ans et d'une enquête pour voir que le Barça payait les arbitres, alors que c'était sous nos yeux à tous, écrit par exemple Tom en partageant des extraits de match, des images d'arbitrage qu'il juge favorables au FC Barcelone. D'autres, au contraire, montent au créneau pour avancer que si le Barça a dû investir cette somme, eh bien c'était pour compenser, figurez-vous, justement l'inclinaison trop pro-Real Madrid de la part des arbitres espagnols. C'est ben voilà, ils ont dû mettre en portefeuille. Je vous prie de m'excuser pour cette sonnerie intempestive. Oh, ben on aurait presque pu croire que c'était les arbitres espagnols. Voilà. Qui essaierait de vous compromettre. Le vice-président de la commission des arbitres qui via une société touche 1 400 000 €. Vous avez été souvent critique envers moi, mon cher Philippe Bilger, quand je disais que le Barça était outrageusement avantagé par les arbitres. Là, ça pose quand même question, non ? Pour une fois, vous aviez raison peut-être, mon cher Philippe. Mais ça me rappelle l'arbitre qui donne des conseils aux joueurs, ça me rappelle ces magistrats qui parfois étaient payés par des employeurs pour leur dire comment échapper aux gardes à vue et aux interrogatoires de police. C'est à peu près pareil. Un mot, Olivier d'Artigol, l'éthique sportive, elle est où ? Le sport, mais si elle est dans les clubs amateurs. Moi, je pense toujours à ces bénévoles du sport amateur, nos clubs de clochers.
et qui doivent regarder ça en se disant c'est une autre planète, c'est pas notre réalité. Sans doute, il faut aller le dire à ces arbitres qui se font casser la gueule dans les clubs amateurs. Il faut aller le dire. Il faut aller dans les vestiaires pour voir les gamins qui veulent pas se doucher avec les autres. Ah, les types du sport et partout. Non, mais Elisabeth, bien sûr que ça existe, mais tu devrais aussi. Mais tu devrais dire aussi que chaque week-end, des bénévoles sportifs font un travail d'éducation populaire et d'éducation auprès de ces jeunes sportifs qui dépassent le simple comportement sur le terrain et que ce sont des gens merveilleux. Et sans eux, ce serait une catastrophe. J'écoute tout à fait ce point et ça c'est vrai. Il se passe beaucoup de choses tout à fait bien dans le sport amateur. Pour le reste, quand on entend parler des valeurs du sport, excusez-moi, c'est corruption, chantage, sextape, etc. J'en ai marre des valeurs du sport. Vous me l'avez énervé. Allez, vous restez avec nous. Les vraies voix, c'est 18h14. Dans quelques instants, on va se retrouver pour notre grand débat. Avez-vous été victime ou témoin de discrimination liée à la couleur de peau? Venez nous le dire au 0826 300 300. Mais tout de suite, on se retrouve avec nos vraies voix pour leur passionnant tour de table de l'actualité. Et vous, au 0826 300 300, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h en direct sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez vous inscrire aussi sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir Philippe Bilger et si vous voulez voir Elisabeth Lévy ou Olivier d'Artigol. Et ben vous vous abonnez sur la chaîne. Et là, vous faites des coucous. Bonjour la chaîne. Voilà, faites coucou à la chaîne. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez parler à l'un d'entre eux, appelez-moi, je vous donnerai des conseils. 0826 300 300. Mais vous avez raison, on va donner vos numéros de téléphone. Vous savez que ça se fait, ça. C'est un jeu très drôle. On pourra choisir ceux qui appellent. Absolument, vous pouvez choisir. Ben, Antonio vous donnera la liste. Tous nos auditeurs sont merveilleux. C'est vrai. Bien, allez, c'est vrai. tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait ce soir parler des multiples violations des droits des lesbiennes, bisexuelles et queers dans le monde. Oui, j'ai décidé ce soir d'être authentiquement progressiste. Je veux dire, on peut être, ce qui est mon cas, je n'ai pas une révérence de principe pour les genres sexuels, quels qu'ils soient. Un hétéro n'est pas brillant parce qu'il est hétéro. Une lesbienne n'est pas digne d'être une grande politique parce que je l'ai lu, parce qu'elle serait lesbienne. Mais en revanche, j'ai été assez scandalisé par le fait qu'il y a les lesbiennes, les bisexuels, les queers, si je prononce bien, qui sont vraiment dans le monde entier atteints par des discriminations et des inégalités dans le domaine sanitaire, dans le domaine des logements, dans tous les domaines en réalité où les gens qui vous accueillent ont un droit de regard, et c'est quelque chose qui est totalement offensant pour ces gens-là, et je comprends leur angoisse, voire leur indignation. Excusez-moi, j'aurais peut-être été sensible à votre propos si vous n'aviez pas mis les bisexuels, genre qui n'existe que dans l'acronyme en réalité, parce que il y a des gens qui sont bisexuels, c'est-à-dire à voile et à vapeur, comme on disait avant, si vous voulez, et qui n'en font pas spécialement le support d'une identité. Et c'est pour ça que je fais la différence entre ce que font les gens dans leur vie. C'est pour ça, par exemple, pour prendre un exemple, entre homosexuel et gay, parce que homosexuel, ça ne nous regarde absolument pas. Gay, c'est quelqu'un qui fait de son homosexualité le support d'une identité politique. Et après, on a le droit de critiquer cette identité politique ou de ne pas lui accorder des droits en tant qu'identité politique. Moi, je suis pour l'indifférence. Ces histoires de sexualité ne nous regardent pas. Je ne veux pas savoir si les gens couchent avec des hommes ou des femmes. C'est pas nos oignons. Et bi, en fait, dans la vraie vie, vous connaissez beaucoup de gens qui se déclarent bi. On a mis ça dans l'acronyme, mais franchement... D'accord, mais est-ce qu'ils ont besoin de... Pas qu'ils pratiquent. Je dis des gens qui pratiquent le sexe avec les deux sexes, moi aussi j'en connais. Mais des gens, si vous voulez, qui font de bisexuels, qui veulent être reconnus, ça veut dire quoi être reconnu dans sa bisexualité? Récemment, j'ai eu un dîner, pas chez nous bien sûr, où on a parlé durant 4 heures d'homosexualité, de bisexualité. C'était passionnant, mais c'était un club échangiste. Non, mais c'était très intéressant. Pour une fois, on est sorti des sujets politiques. Philippe David m'avait parlé de votre soirée. Et,
On vous a attendu d'ailleurs. Il était occupé. C'est ce que j'allais dire, moi, c'est Cécile qui m'en a parlé. Mais Cécile est partie plus tôt. Et je préfère cette période-là où on peut en parler comme vient de le faire Philippe, qu'il y a quelques décennies où véritablement des personnes ont été en très grande souffrance du fait de ne pas pouvoir, si ce n'est revendiquer, pouvoir vivre. Simplement vivre tranquillement leur orientation, leur choix. Je préfère la période que l'on vit aujourd'hui. Oui, vous avez raison là-dessus, mais on n'a pas le choix entre ça et ça. Et en plus, je voudrais quand même signaler une grosse arnaque dans cette affaire, c'est de mettre sur le même plan, d'accord, ce qu'on appelle l'identité de genre. Je suis un homme ou une femme, qui à mon avis ne relève pas du choix, j'en suis navré. Ça relève pas de je suis ce que je veux, ça existe, les hommes et les femmes. Et la sexualité, c'est-à-dire c'est pas du tout la même chose, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, on met ça dans le même panier, mais non. Je veux dire, il me semble que... C'est deux choses différentes, oui. Voilà. Elisabeth Lévy, votre tour de table, c'est sur ChatGPT. Assiste-t-on à une vassalisation de l'Europe? Alors, je voudrais simplement faire écho à des propos de Laurent Alexandre, qu'on rappelle déjà ce que c'est que le chat je vais GPT. Voilà. Donc, Laurent Alexandre, qui est médecin, chirurgien même, je crois, et qui s'intéresse beaucoup à ces questions technologiques d'intelligence artificielle. Donc, ChatGPT, c'est une nouvelle intelligence artificielle américaine et capable de rédiger tout et n'importe quoi. Capable de vous écrire un article, capable bientôt de nous remplacer ici au Vrai Voix. J'espère qu'elle sera moins amusante que nous, mais elle sera plus docile. Là, je veux dire, un gros défaut de ChatGPT n'a pas d'humour. Puisque c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire, c'est pas ce que nous appelons, le mot intelligence est en fait trompeur. Mais c'est pas là-dessus que je voulais vous parler. Alors c'est assez angoissant parce que malgré tout, on a quand même le sentiment que l'intelligence humaine peut être concurrencée par une machine. Donc je dois vous dire que moi, ça me fait peur. Mais ça va révolutionner notre monde. Or, Laurent Alexandre nous a dit, si vous voulez, le nombre les investissements qui étaient faits aux États-Unis pour ces questions d'intelligence artificielle, et pour une seule société, je ne sais plus si c'était Microsoft ou une autre, mais c'était 840 milliards. En France, l'INRIA, qui est l'institut public qui s'occupe de ces questions, a mis 300 millions sur la table. C'est-à-dire, il faut savoir que en quelque sorte, ça va, si nous faisons tout ça avec ChatGPT, ça va vassaliser nos cerveaux à une idéologie, parce que bien sûr, il y a malgré tout une idéologie dans la façon dont on le nourrit, cette intelligence artificielle. Donc, c'est assez inquiétant parce qu'en réalité, je ne crois pas que l'Europe va rattraper ce retard. Et Laurent Alexandre a dit qu'on allait devenir le Zimbabwe, mais je ne veux pas du tout être insultante pour le Zimbabwe, mais Comment ? C'est fait. Non, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train, si vous voulez, de nous disputer sur la réforme des retraites, sur ce que vous voulez, et que ça, c'est un enjeu, mais essentiel, dont tout le monde se fiche, en fait. Olivier d'Artigol, rapidement. Oui, on a beaucoup d'articles et de réflexions en cours sur cette intelligence artificielle qui pourra accéder à l'humour dans quelques temps, très rapide, avec des capacités de développement glaçantes, c'est le terme. Et il nous faudrait d'abord une réflexion dans le champ politique et public. Je trouve que ce sujet-là est peu ou mal abordé, que les responsables politiques puissent en faire un enjeu d'avenir, parce que bien évidemment, ça va être un espace de, si ce n'est de souveraineté, en tout cas, qui va transformer énormément de choses. De souveraineté. J'aimerais tellement qu'on ait le droit, nous autres, de choisir les individus pour lesquels ils auraient droit de l'intelligence artificielle et ceux qui devraient garder leur intelligence naturelle. Marquez-moi les noms. Mettez le mien. Olivier d'Artigol, vous admirez le courage et la pugnacité d'Irène Frachon pour son combat dans l'affaire du Mediator. J'ai un respect absolu pour des personnes qui mènent des combats justes au long cours, pendant des décennies. C'est fou. C'est-à-dire que des personnes qui y consacrent leur vie.
C'est 30 ans de vie professionnelle pour Irène Frachon, ce médecin du CHU de Brest. Le procès est en appel à la cour d'appel de Paris. Affaire Mediator, on le connaît, qui était commercialisé comme un antibiotique, comme un coupe-faim, qui a été retiré du marché en 97 et interdit en 2009, avec de graves effets cardiovasculaires, avec des décès. Avec le groupe Servier qui a eu une attitude ô combien contestable tout au long de ces années, qui là a reconnu les effets secondaires, mais qui se bat au cas par cas pour que les personnes n'aient pas sur le fond d'indemnisation à l'amiable gain de cause. Dernièrement, il y a une personne qui, après des décennies de combat, a eu enfin gain de cause et qui est morte quelques jours après. Et Irène Frachon vient de lancer un cri dans cette cour d'appel, c'est un grand procès, pour parler de ces victimes, en énonçant leurs prénoms pour celles et ceux pour les personnes qu'elle a bien connues. Bon, et je me demande toujours comment de tels profils vont puiser l'énergie et les ressources pour passer des périodes certainement de doute, avec des hauts et des bas. Oui, ouais, bien sûr. Et pour en faire le combat d'une vie. Je suis assez admiratif par rapport à cette pugnacité, à cette endurance, à cette énergie maintenue malgré le calendrier. Ouais, c'est-à-dire c'est vraiment un désir très profond chez certains êtres humains qui est le désir de justice. Et il faut savoir en plus que dans le cas de Irène Frachon, c'est vraiment le pot de terre. Hein, les médecins au CHU, c'est le pot de terre contre le pot de fer, parce que Servier était à l'époque une véritable puissance. Donc c'est quand même... Mais il y a un enjeu sur le procès en appel, Olivier ? Mais il y a un enjeu parce qu'il y a eu une condamnation en première instance à 2,7 millions d'amende, donc il y a pour tromperie aggravée. Et il y a aussi un enjeu sur le fait que derrière, ce grand groupe devrait mieux se comporter avec les victimes, ce qui n'est pas encore le cas. Et pour une fois, c'est une lanceuse d'alerte fondamentale. Absolument. Il y en a tant aujourd'hui qui ont parasité. Oui, vous avez raison. Merci d'en avoir parlé en tout cas. Dans un instant, le coup de projecteur, c'est un chiffre sans appel. 9 personnes noires sur 10 disent avoir été victimes de racisme en France. 0826 300 300 avec cette question du jour. Est-ce que vous avez été témoin, victime, ou les deux, ou aucun des deux? Pour l'instant, vous nous dites aucun des deux à 69%. Ces gens-là, on a quand même envie de les entendre parce que c'est assez étonnant quand même. 0826 300 300. On prend vos appels tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. C'est Sud Radio 0826 300 300. Cette émission vous appartient. Vous avez marqué Parlons vrai un petit peu partout. Donc on peut parler ici, on peut tout se dire. Et ça tombe bien, puisqu'on va revenir sur un sondage dans quelques instants. Ça s'appelle le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et ce sondage, c'est Ipsos pour le Conseil représentatif des associations noires, le CRANS. 91% des personnes noires, métisses, d'ascendance ou habitant dans la métropole disent avoir été victimes de discrimination. Une urgence d'ordre public, Philippe. Oui, Cécile. 67% des personnes interrogées estiment que le problème s'est aggravé et ne se limite plus seulement à une attitude dédaigneuse, méprisante, irrespectueuse, mais à un refus d'embauche, un contrôle de police ou un refus d'accès au logement. Nous sommes en compagnie de Patrick Lozès, président du CRAN, qui a présenté ce sondage, et on attend tout de suite vos témoignages au 0826 300 300. Et à la question, avez-vous été victime ou témoin de discrimination liée à la couleur de peau? Pour l'instant, vous dites victime 12%, témoin 14%, les deux 6% et aucun des deux 68%. Ce qui nous paraît assez étonnant, mais vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour témoigner dans tous les cas. On fait un tour de table. Philippe Bilger. Alors, en ce qui me concerne, je ne doute pas une seconde de la validité de ce sondage. Je me suis, en tant que citoyen, je me suis informé et je sais qu'il y a des discriminations. Deuxième élément, j'ai lu beaucoup de témoignages indiquant que des personnalités de ce type avaient été discriminées, et je n'ai pas l'ombre d'un doute sur la réalité de tout cela. Moi-même, je n'ai jamais été le témoin direct de ce type de discrimination, mais je ne suis pas aveugle, et évidemment je ne conteste pas leur existence. Elisabeth Lévy. Alors moi j'aurais plusieurs questions. La première, c'est que la réalité, c'est que tous les sondages, les études qualitatives, ce qu'on appelle les études qualitatives qui sont faites sur la longue période, indiquent plutôt une baisse des préjugés raciaux en France.
Et ça, c'est fait, que ce soit ceux de l'IFOP, que ceux de toutes les études là-dessus vous disent cela. Alors, et moi, effectivement, j'ai plutôt tendance à le croire, et je dis, il faut aussi faire attention, et que ce soit les Noirs ou autres, c'est pareil, il faut faire attention à ce que toute chose désagréable, tout refus, tout adressé à quelqu'un, si vous voulez, adressé à quelqu'un qui est noir, c'est pas forcément parce qu'il est noir. Si vous voulez, il faut faire attention à cela. Vous êtes d'accord? La deuxième chose, c'est qu'il y a une spécificité, effectivement, du racisme anti-noir qui est d'une violence très différente. Parce que je pense que c'est le seul racisme qui garde encore quelque chose de biologique. Je veux dire, je pense que je pense que il y a une spécificité, je pense, et une violence dans le passé du racisme anti-noir dont il faut tenir compte. Mais troisièmement, moi, je ferai aussi attention parce que vous interrogez. Alors, je vais prendre le groupe, un des groupes auxquels j'appartiens, ça pourrait être les femmes ou les juifs. Vous interrogez n'importe quel représentant en vrai de ces deux groupes en disant est-ce que vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme? 90% des femmes vous diront oui. Je veux dire, donc la réalité, c'est que nous avons tous cette logique aussi en tête. Alors après, si vous voulez, je dis, il faut examiner réalité par réalité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, mais moi, je dirais que l'autodéclaration ne me satisfait pas tellement comme mode d'analyse et d'appréhension. Olivier d'Artigol. Je suis toujours un peu surpris qu'on puisse encore questionner la réalité, parce qu'elle est établie. Elle est documentée. Je préférerais que le débat public porte sur la manière de faire reculer les préjugés, de s'attaquer aux discriminations réelles, qu'elles concernent l'emploi, le logement ou d'autres moments de la vie, puisqu'il peut y avoir des dispositifs, des territoires, des branches professionnelles ou des acteurs de la vie publique et économique qui ont pris ces questions-là à bras le corps et qui obtiennent des résultats. Et comme il peut y avoir aussi des lieux, des espaces où les choses sont ancrées très négativement avec des niveaux de discrimination très élevés. Moi, j'ai comme dans une autre vie, comme président de mission locale, donc sur l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, j'ai été témoin, oui, de comportements inacceptables concernant des jeunes dont la couleur de peau ou parfois l'adresse, concernant des quartiers populaires. Je parle aussi de ça. Et parfois les deux faisaient qu'ils avaient moins de chances, bien évidemment. Et on a pu le faire quand vous faites les CV anonymes, etc. Mais c'est ô combien les démonstrations est efficaces, percutantes et affolantes parfois. Une phrase, je voudrais vous signaler une expérience à laquelle j'aimerais que vous me répondiez, parce que il m'est arrivé, par exemple, d'avoir un conflit avec un chauffeur qui était noir. Dans la seconde, il m'a traité de raciste. C'est-à-dire que si vous avez un conflit qui n'avait absolument rien, ça n'avait rien à voir, aurait-il été quoi que ce soit, que ça aurait eu le même conflit, c'est un conflit sur le chemin, en fait. Et je veux dire, c'était pas très grave d'ailleurs comme enjeu, mais dans la seconde, il m'a dit vous êtes raciste, si vous voulez. Donc il faut aussi, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention à cela aussi. Ça veut pas dire, je pense qu'il faut le combattre là où il existe. Patrick Lozès, président du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que la plupart des discriminations, notamment racistes, sont des discriminations indirectes. Quand on vous refuse un emploi, quand on vous refuse un logement, on vous dit rarement « je vous le refuse parce que vous êtes noir, parce que vous êtes une femme », parce que c'est interdit par la loi. Donc la plupart des discriminations ne se voient pas. La plupart des discriminations, et oui, elles sont indirectes. On ne vous le dit pas. Et invisibles. Elles sont invisibles, elles sont invisibilisées parce qu'on ne vous le dit pas. Je veux mettre en parallèle deux chiffres. Alors comment vous pouvez savoir dans ces cas-là? Je veux mettre en parallèle deux chiffres. Le premier, c'est ce 91%, ce qui est un chiffre tétanisant. 91% de personnes qui disent avoir été victimes de discrimination en France. C'est un chiffre qui devrait nous rassembler plutôt que de nous amener à polémiquer. Mais je veux le remettre en perspective avec un autre chiffre qui vient de ce même sondage. Quand on demande à l'ensemble des Français, parce que ce sondage, il a regardé l'ensemble des Français, il a regardé l'ensemble des personnes qui pourraient être victimes de discrimination, que ce soit discrimination pour l'orientation sexuelle, le genre, la religion, etc. Vraiment, l'âge. On a regardé toutes les discriminations. Et on a regardé aussi les populations noires françaises. C'est important. Si cette discrimination dont nous parlons touchait des étrangers, ça serait tout aussi grave. Mais je trouve que là, ça
tous des personnes françaises. La seule différence avec leurs autres concitoyens, c'est qu'ils ont la peau noire et c'est pas normal que 91% disent qu'ils sont victimes de discrimination. Le deuxième chiffre dont je veux parler, c'est que quand on demande à l'ensemble de nos concitoyens est-ce qu'ils sont favorables à ce que la lutte contre les discriminations soit une priorité, ils sont 85% à dire oui. Donc, de la polémique, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas un sondage ou une étude de rancœur, c'est pas une étude de haine, c'est une étude d'espoir, c'est une étude de dire voilà ce qui se passe, faisons en sorte que dans ce pays, dans ce beau pays, dans ce merveilleux pays, nos valeurs soient vraiment des valeurs qui s'appliquent à tout le monde. Si elles sont universelles, alors elles s'appliquent à tout le monde. J'en terminerai en disant, si on me demande si mon pays est raciste, je réponds non sans hésitation. Si on me demande s'il y a du racisme en France, je réponds oui sans hésitation, et il y en a même beaucoup. Est-ce que la parole raciste s'est démocratisée? Est-ce que finalement elle est devenue presque... avant elle était plus en retrait, mais est-ce que cette parole s'est libérée? Il faudrait des études pour le dire. Moi je ne suis pas qualifié, il faudrait demander à un sondeur. Moi je ne peux avoir qu'une perception, qu'un avis. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui nous heurtent aujourd'hui. Et ce que je dois dire aussi, c'est que quand ces choses se passent, l'ensemble de la société française se mobilise. Vous voyez, je suis venu ici aujourd'hui avec un message positif. Je ne suis pas venu polémiquer. Je ne suis pas venu dire que quand les gens se plaignent, il faut leur dire qu'ils ont tort de se plaindre. Quand les gens se plaignent, en réalité, ils ne se trompent que très rarement. Quand ils sentent les choses, c'est qu'ils le sentent. Non, dans le micro. Monsieur le Président, il y a une chose qui m'intéresse et qui rejoint les autres combats contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. C'est qu'à la fois, il me semble qu'il y a une dénonciation très forte et très vigoureuse des discriminations, notamment au détriment de ces populations de couleur noire, et en même temps, je n'ai pas l'impression que les politiques mises en œuvre soient effectives pour battre en brèche ces discriminations. Comment expliquez-vous ce hiatus? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait à l'heure actuelle ou pas du tout? Patrick Lozès. Très bonne question. C'est une question éminemment intéressante. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si les discriminations, elles ont diminué ou si elles ont augmenté depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Parce que la lutte contre les discriminations est l'un des rares domaines dans lesquels on met de l'argent et dans lequel on ne cherche pas l'efficacité des politiques publiques, on ne mesure pas. Et autre chose que je voudrais rajouter pour répondre à la question, il me semble quand même que les choses doivent être menées d'une autre manière pour qu'il y ait plus d'efficacité. Quand il s'agit de personnes discriminées, il faut toujours faire en sorte que ces personnes puissent être associés. Il y a aujourd'hui en France des associations qui font un travail républicain formidable, qui font de l'aide aux devoirs, qui apprennent les valeurs de ce pays aux enfants, qui leur disent vous avez des droits, vous êtes citoyens de ce pays, soyez fiers de l'histoire de ce pays. Vous savez ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est qu'on prend ce qui va, ce qui fait l'histoire, ce qui fait la force de ce pays, et on le montre et on est tous contents. Mais ce qui fait la force aussi d'un pays, c'est qu'on doit montrer ce qui ne va pas pour qu'on se réunisse tous ensemble pour lutter contre ce qui ne va pas. Moi, je n'ai pas de hiérarchie dans les discriminations. Si c'est de l'antisémitisme, je me bats contre l'antisémitisme, je me bats contre l'homophobie, je me bats contre le sexisme, je me bats contre tout. Je veux que l'ensemble de nos concitoyens se battent avec moi contre ces discriminations. Comment on se battra avec tout le monde contre toutes les discriminations? Patrick Lozès, avant de donner la parole à Elisabeth Lévy, j'ai une question courte. Est-ce que les discriminations sont les mêmes pour les personnes noires d'origine africaine ou d'origine antillaise? Ou elles sont différenciées? Vous savez, quand quelqu'un vous dit « je veux pas de noir dans mon entreprise, je veux pas qu'un noir s'asseye là », il demande pas à la personne qui est en face de lui si la personne est... vous dira, en reconnaissant un accent antillais, ça passera mieux, par exemple, qu'une personne qui sera pas de nationalité française. C'est ce que je voulais dire. Oui, je pense qu'il y a des discriminations qui se posent spécifiquement sur les personnes de telle ou telle origine, mais en général, ce que les gens disent, c'est « je veux pas de noir dans mon entreprise » et
quand on exécute, entre guillemets. Pardon, mais vous avez dit tout à l'heure que dans la plupart des cas, et je le crois d'ailleurs que c'est vrai, les gens ne le disent pas. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens dans notre pays qui oseraient, et tant mieux, dire je ne veux pas qu'un noir s'asseye là. Là, franchement. Je ne veux pas qu'ils le disent ou qu'ils le pensent. D'accord, ou mais qu'ils le fassent. Vous n'en savez rien. Ce que je veux dire, vous venez de dire quand quelqu'un dit cela, je crois que ça ne se passe pas si souvent. Moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce que pour vous, ces discriminations sont toujours liées à des préjugés racistes? Parce qu'en réalité, on fait on colle les choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. La deuxième, est-ce que vous considérez que ces préjugés racistes peuvent aussi être présents chez les Noirs? Mais oui, bien sûr. Dans la société française, il y a des discriminations. Il n'y a pas de raison que le racisme qui existe, il soit uniquement le racisme chez certaines personnes. Le racisme existe chez tout le monde, donc je n'ai pas de difficulté. Pour répondre à ce que je vous ai dit, j'ai dit que la plupart des discriminations sont des discriminations invisibles. Mais il y a des gens, effectivement, contrairement... Ma question, elle est... Je vais vous répondre, voilà, Elisabeth Lévy. Si vous me laissez quelques secondes pour répondre, ça ne serait pas trop mal quand même. Alors, ce que je dis, c'est que la plupart des discriminations sont indirectes, mais on voit qu'il y a des gens qui disent « je ne veux pas de telle ou telle catégorie dans mon entreprise ». Il y a des gens qui le disent, ils ne sont pas nombreux, mais ils le disent. C'est cet exemple que je disais pour répondre très précisément à la question. Pour répondre à votre question sur le racisme est partagé, et je pense que les minorités sont en général victimes de racisme, où qu'elles soient. La minorité, c'est pas une question numérique, c'est une question de pouvoir. Il y a des pays dans lesquels les Noirs sont plus nombreux et ils sont minoritaires. Donc vraiment, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis s'il le faut, il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations. Et il y a du racisme partout, si c'est votre question, il y a du racisme partout. Et chez les Noirs aussi, il y a du racisme sans aucune difficulté, je le dis. Et vous permettez 0826 300 300. Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Une réaction. Alors, oui, je suis d'accord avec le président Ducrot. Par contre, il y a eu une scène de racisme ordinaire dans l'émission il y a quelques minutes. Tout simplement, l'exemple du Zimbabwe était vraiment mal placé. Et c'est le genre d'exemple, je veux dire, en tant que noir, qui n'est pas forcément bien ressenti. C'était les propos de Laurent Alexandre concernant la France, l'état de la France et de l'Europe dans l'intelligence artificielle. C'est le racisme ordinaire. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Je parle pas de l'exemple de l'équipe de France, des machins, etc. Ce qui s'est passé par rapport au choix. Mais c'est le racisme ordinaire. Par contre, moi, justement, ce que disait c'est une expérience qui m'est arrivée il y a 15 ans. Donc je suis métisse et je travaillais pour le recrutement d'une société. Ouais. Et en fait, au téléphone, la personne de l'agence intérimaire avec laquelle je travaillais me dit oui, un tel c'est quelqu'un qui est bien. Par contre, je vous préviens quand même, il est noir. Donc c'est le genre de choses. Oui, ça arrive. Mais c'est le genre de choses qui était courant. Je veux dire, je dis pas que ça se passe tout le temps, mais c'est des choses qui sont ça se passe quoi. Ça arrive, ça se passe. Je dis pas, moi personnellement, j'ai pas été victime de racisme, mis à part que quand je cherchais du travail, alors c'était il y a longtemps. Je mettais pas ma photo, c'est-à-dire que il y avait un rapport de 1 à 100 quoi entre le CV avec la photo et le CV sans la photo. Donc c'est quelque chose. Alors je sais pas comment c'est maintenant. Je vous parle franchement. Frédéric, on a le même problème avec les blondes. Hein, c'est pareil, je vous le dis aussi. Hein, j'ai ce problème aussi. N'exagérez pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous garantis que. Je plaisante, Frédéric, je plaisante. Mais par rapport à ce que dit Elisabeth Lévy en parlant du racisme anti-blanc, machin, je rassure Elisabeth Lévy, ça n'a rien à voir. Donc, et puis, sachez, franchement, par rapport à ce que dit Elisabeth Lévy, par rapport aux chauffeurs de bus, les remarques d'Elisabeth Lévy, chaque fois... Vous avez dit 8 fois Elisabeth Lévy, Elisabeth Lévy va vous répondre. Alors, Frédéric, premièrement, quand j'ai cité Laurent Alexandre sur le Zimbabwe, il ne parlait pas du Zimbabwe parce que c'est un pays majoritairement noir. Ce qui était, d'ailleurs, quand je dis majoritairement, c'est parce qu'il y a aussi une partie de la population au Zimbabwe qui n'est pas noire, à ma connaissance, mais parce que c'est un des pays les moins développés du monde, économiquement. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple du Zimbabwe. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que, immédiatement, vous l'avez connecté, vous, au fait que c'était un pays noir. Il aurait pu dire le Costa Rica, et
Je veux dire, il a dit le Zimbabwe probablement parce que c'est aussi le dernier de l'alphabet à l'ONU, donc c'est pour ça qu'il est. Mais je veux dire, c'était pas du tout connecté à une question raciale. Et c'est intéressant parce que vous l'avez immédiatement connecté à une question raciale. Patrick Lozès. Oui, je veux dire quelque chose de plutôt positif. Quand dans notre pays on montre des discriminations, notre pays trouve les moyens de se mobiliser contre les discriminations. Depuis quelques années, quand nous travaillions, nous avons mis le focus sur l'élite. On a dit il n'y a pas de diversité dans le gouvernement, il n'y a pas de diversité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de diversité dans les conseils municipaux. Et le pays a répondu, les responsables politiques ont répondu. On voit très bien dans la publicité aussi, on a fait un travail. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous regardez aujourd'hui, depuis quelques années, le gouvernement, il est plus diversifié qu'il n'était. Les assemblées le sont. Ce qu'on a fait pour ceux qui sont en haut du panier pour l'élite, il faut maintenant le faire pour ceux qui sont les plus humbles. Et c'est le travail que nous faisons. Le baromètre n'a pas d'autre utilité que de dire à la société française, France, voilà où nous sommes. Ils sont, nous, ensemble, à la hauteur de notre rêve d'égalité et de fraternité. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre, chère Elisabeth Lévy, que j'aime beaucoup. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Frédéric, juste pour vous dire quelque chose, à la télévision, on m'a dit, vous savez, les téléspectateurs préfèrent les brunes et on n'aime pas beaucoup les blondes. Donc ça aussi, c'est de la discrimination. Et elle est différente, mais c'est aussi de la discrimination, Philippe, et c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je l'ai reçu, cette information. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Patrick Lozès, président du Conseil représentatif des associations noires de France. Vous restez avec nous. C'est pas de la bonne discrimination. Non, ça dépend de quel côté vous êtes. Allez, vous restez avec nous, c'est les vraies voix. On se dit tout, ça s'appelle Parlons vrai. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est la dernière ligne droite avec Philippe Bilger, en tout cas pour ce soir, avec Elisabeth Lévy, avec Olivier d'Artigol. Et ça sonne au 0826 300 300. Israël, vous êtes avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et une réaction, Israël, sur la thématique de ces discriminations. Oui, voilà, moi je voulais intervenir car c'est vrai que les discriminations, on les voit pas forcément pour le logement, pour le travail et tout. Mais bon, voilà, moi par exemple, je suis jeune, j'ai des amis qui avaient la même situation, même une moins bonne situation que moi, et ils me disaient, bon, le racisme, j'en vois pas tant que ça. Je leur ai demandé, toi, quand tu fais une recherche de logement, t'en fais combien? La plupart qui étaient blancs, ils m'ont dit, je fais 5-6 recherches de logement et après je choisis mon logement. Moi, j'en faisais 50 à la même époque pour avoir 1 ou 2 positifs. Alors qu'on avait les mêmes situations et certains, j'avais une meilleure situation qu'eux. Donc au bout d'un moment, oui, le racisme, on le voit pas, mais on le subit. Et donc, on a beau ne pas le voir tous les jours, quand on le subit, on sait qu'on le subit. Surtout quand on a ce genre de discussion avec ses amis. Donc voilà. Absolument. Et vous vous souvenez de ce Airbnb, ce couple qui vient en amoureux à Paris pour fêter la Saint-Valentin, et en fait quand la propriétaire ou le propriétaire se rend compte qu'ils sont noirs, il refuse de lui louer, et tout a été filmé en caméra cachée, et c'était incroyable. Et ça vous arrive bon là on parlait de logement, mais je ne sais pas si vous travaillez, Israël, est-ce que en entreprise ça vous est déjà arrivé? Moi, je n'ai pas ce problème, je suis à mon compte, j'ai ma société. Donc, après, ça m'arrive des fois que des clients, justement, ils me voient arriver. En plus, je suis métisse, noir, j'ai des dreadlocks. Donc, bon, voilà, au téléphone, ils voient un peu ma... Le rêve de Philippe David, il rêverait d'avoir des dreadlocks. Moi, vu ma coupe de cheveux, des dreadlocks, je signe tout de suite. Donc, voilà, donc ça m'arrive d'avoir des clients. Par exemple, on a des gros clients. Et donc, quand ils me voient arriver au rendez-vous, il y en a, ils regardent un peu bizarrement. Ils disent, ah oui, c'est vous que j'ai eu vraiment au téléphone et tout. Je leur dis, oui, c'est bien moi, Israël Rinaldo. Et puis, donc voilà, après, au final, quand je travaille, ça se passe bien, ça va, mais il y a toujours ce petit regard un peu étonné et tout, de se dire, c'est lui le patron de la boîte, etc. Oui, c'est ça. Israël, Philippe Bilger voulait réintervenir. Israël, imaginons que je sois employeur. Vous voyez, je vous vois arriver, vous êtes noir, il n'y a aucun problème, vous êtes compétent. Je ne vous refuse pas en tant que tel. Je vous vois avec des dreadlocks, une apparence qui m'emballe pas. À tort ou à raison, je peux être tenté de vous dire non. Est-ce que vous admettez le fait que ça n'est pas toujours le racisme qui détermine les choix des personnes que vous rencontrez?
En fait, le racisme est une forme de discrimination aussi. Donc, par exemple, on va avoir des aides pour l'action, on va avoir un blanc négligé. Bon, on va se dire aussi, lui, je vais pas le prendre parce qu'il a l'air négligé. Donc, il y a l'air négligé. Oui, mais c'est ça, c'est pas du racisme. Je suis désolé, oui. Voilà, c'est de la discrimination. Non. Enfin, si, c'est de la discrimination. C'est plutôt le savoir-être. C'est quand plutôt le j'envoyais savoir-être. mes enfants quand ils cherchaient du travail, je leur donnais une recommandation fondamentale. Allez-y, bien habillés. Non, mais surtout, le fait de discriminer la vie humaine. Pardon, je voulais juste dire ça. Israël, bougez pas, Elisabeth. Non, je voulais juste dire, quand vous dites c'est de la discrimination, si vous voulez, mais la vie humaine consiste à discriminer, c'est-à-dire à choisir. Et effectivement, le fait de bien s'habiller quand on va à un entretien d'embauche est effectivement, me semble-t-il, ça n'a rien à voir avec le racisme. Oui, on discrimine les personnes qui vont à un entretien d'embauche de façon habillée, de façon négligée. Israël, moi je pense que c'est plutôt du savoir-être dans cette catégorie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avoir les cheveux longs, ce n'est pas être négligé. Donc c'est ce qu'on a fini. Non, mais j'ai pas dit le ça. fait d'avoir des cheveux longs à être négligé. Et donc quelqu'un qui va venir bien habillé, moi je viens bien habillé, je me lave les cheveux, je viens en entretien proprement. Et donc c'est assimilé à ça. Et donc est-ce que c'est du racisme? Non, c'est de la discrimination. Mais en même temps, on est noir, donc au bout d'un moment, on mélange un peu tout. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas qu'on a les goûts de son âge aussi. C'est ça. Ce qui me concerne, je suis plus à l'aise avec les gens qui ont une cravate et qui sont coiffés courts, à tort ou à raison, qu'avec des gens qui sont modernes comme vous. Et les dreadlocks, ça va pas à tout le monde. Israël, c'est pas une question d'âge, c'est une question de jalousie. C'est parce qu'ils sont jaloux de vous, c'est pour ça. Merci en tout cas, Israël, d'avoir été avec nous. Merci à tous nos auditeurs, bien entendu, d'avoir accepté de témoigner pendant cette émission. Merci beaucoup Olivier D'Artigol, merci beaucoup Elisabeth Lévy, merci Philippe Bilger. On vous retrouve demain, Philippe. Et dans un instant, on va parler de maltraitance animale. Alors il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment et beaucoup de sujets, des propositions de loi. Et Gérald Darmanin s'en est mêlé aussi. On va essayer de faire le tri justement de ce que devient la maltraitance animale et de trouver des solutions ensemble dans un instant. À tout de suite.